Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Dans une démocratie normale, le ministre aurait dû partir. Il aurait dû emmener son texte de loi avec lui. Je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Le président de la République ne tient plus qu'à un fil, qui est le fil du passage en force permanent. Donc maintenant, la seule solution, c'est la dissolution. Et nous avons peu d'espoir aussi, puisqu'il faudra avoir le courage de retourner devant les Français. S'ils ne sont pas capables de gouverner le pays autrement, qu'ils partent tous, qu'ils s'en aillent. On n'a pas besoin d'eux. Et donc ce revers d'ampleur pour le gouvernement, pour sa majorité relative, mise en minorité par les oppositions hier à l'Assemblée nationale avec un retour avorté au Palais Bourbon pour le projet de loi d'immigration. Le texte s'est donc heurté à une motion de rejet préalable, rejet proposé par le groupe écologiste, mais voté aussi par les LR et le RN. Philippe. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'après l'échec d'hier après-midi, ça peut tenir encore 3 ans et demi comme ça? Est-ce que Macron, comme le demandent Bompard et Bardella, mais c'est pas les seuls, doit dissoudre pour redonner la parole au peuple? Est-ce que vous pensez qu'il doit faire autre chose? Un référendum, qui a un nouveau grand débat, pourquoi pas? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour le moment, à cette question, comme le demandent Bardella et Bompard, Macron doit-il dissoudre? Ça a baissé, mais vous dites toujours oui à 95%. Dis donc, c'est réglé. Jean Petot est avec nous, politologue. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, cette demande de dissoudre l'Assemblée nationale, est-ce que ça va dans le sens Alors, si vous le permettez, Cécile, j'arriverai en effet à la réponse que vous souhaitez. Pardon. Mais je vois dans ce qui s'est passé hier un double paradoxe. Le premier, et je ne partage pas l'opinion dominante qui s'exprime dans les médias, je trouve que ça a été le refus de le vote de cette motion de rejet n'est pas le signe d'un désastre, mais au contraire d'une cohérence que j'appellerais pluraliste. Il m'a paru totalement normal que la gauche et l'extrême gauche votent cette motion de rejet, de la même manière que je félicite les Républicains pour une fois d'avoir été cohérents par rapport à des exigences qui n'étaient pas satisfaites, et donc naturellement ils ont voté la motion de rejet. Alors sur la dissolution, il est assez piquant, et c'est mon second paradoxe, de constater que le pouvoir fait le reproche aux oppositions de tomber dans le politicien, alors que lui-même tombe, mais à pied et à esprit joint, dans le partisan, en refusant de mettre en œuvre une dissolution, tout simplement parce qu'il y perdrait considérablement des plumes démocratiques. Françoise Degois. Moi, je pense que la dissolution, non seulement est nécessaire, mais elle est inévitable. Elle s'imposera à Emmanuel Macron à un moment donné ou à un autre. D'ici à aujourd'hui, jusqu'aux européennes, il est impossible de continuer quand on est à ce point, comment dirais-je, à la merci du moindre coup de grisou. Le moindre coup de grisou et les oppositions qui s'unissent, et vous êtes retoqué à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que dans l'esprit des institutions, je sais qu'on brandit beaucoup ce mot, mais là, il n'a jamais été autant d'actualité. Soit le président de la République décide qu'il fait travailler les institutions, qu'il fait faire son travail aux institutions dont il est le garant, et il est évident qu'il faut dissoudre. Il est évident qu'aujourd'hui, ce gouvernement ne correspond plus au pays réel. Moi, j'entends bien les arguments, il n'y a pas de majorité alternative, mais on s'en fout de ça. Comment vous pouvez décider de ce qu'il y aura tant que vous n'avez pas voté? C'est comme tous les gens qui m'expliquent, oui, ça va être un raz-de-marée, Rassemblement national. Vous n'en savez absolument rien. Vous ne savez pas comment le barrage va fonctionner. Vous ne savez... Ah non, mais c'est pas la peine de doliner. Non, mais... Moi, je peux quand même doliner, non? Mais ah non, on peut pas, alors. Mais si, vous avez le droit de doliner. Ah, super. Mais qui que ce soit, d'ailleurs. Mais il faut être juste cohérent. Arrêtez avec les prophéties créatrices. Je pense qu'il faut dissoudre. Point. Et le Dodeliner. Oui, voilà, qui a dodeliné avec sa grosse tête. Il n'a pas de grosse tête et il n'a pas dodeliné. Ouais, moi, je suis contre ce sujet de cette perspective de dissolution. Moi, je pense que ce qui aurait été bien, c'est que le président Macron accepte la démission de son ministre de l'Intérieur et point barre. En fait, je trouve la dissolution quelque chose de dangereux. Alors, le dernier épisode en date
confirmera ça. Et on ne peut pas généraliser, mais 97. Je trouve ça. En quoi ça a été dangereux ? La gauche n'a pas été dangereuse pour le pays. Je trouve ça dangereux parce que jamais eu autant de réformes. Allez, on y va. Je trouve ça dangereux parce que le président a été élu pour son quinquennat, donc qu'il le fasse avec une ligne politique et une remise en cause ou une affirmation législative parlementaire de ses orientations ne veut pas dire stop, on arrête, on change la direction. Je pense qu'il faut être. Il y a ce rapport au temps, et il y a cet effet zapping. Ah bah il y a un truc qui me plaît pas, ou il y a une contradiction, alors du coup on arrête et on change et on redistribue les cartes. Je suis pas à l'aise avec ça. Allez, on va poser la question à Jean Petot, politologue. Voilà, petit état des lieux des avis de chacun. Pour l'instant, la question, on nous dit en tout cas 95% de ceux qui votent sur notre compte Twitter sont pour la dissolution. Oui, bonsoir. Quand j'ai évoqué la réflexion d'Olivier Marleix, la roulette belge. C'était pas forcément pour me faire comment dire l'écho pour partager cette opinion. Je voudrais qu'on revoie un petit peu le fonctionnement non seulement des institutions mais de ce qui s'est passé dans la vie politique française depuis un certain nombre d'années. Bon, d'abord il faut bien comprendre que s'il y a une dissolution, il peut sortir des urnes une assemblée qui sera majoritairement hostile au chef de l'État. Ça s'est déjà passé. Ça s'est passé effectivement en 1997 et ça a été la troisième cohabitation où on a vu d'un côté Jacques Chirac à l'Élysée et Lionel Jospin pour 5 années à Matignon. Et ça n'a pas provoqué de crise constitutionnelle majeure. Donc ça peut tout à fait se concevoir. Deuxième élément, l'article 91 qui a été celui qui a été actionné hier par la motion de rejet préalable n'est pas à confondre avec une motion de censure. Si les oppositions se sont retrouvées à même de voter cette motion de rejet, c'est pas pour les mettre en cause, mais c'est sans doute que le courage a été d'autant plus fort qu'ils ne s'exposaient pas à une dissolution. Car il faut bien comprendre que peut-être en dehors du Rassemblement national, et encore, ça se discute, personne n'a véritablement intérêt à une dissolution. Donc c'est facile d'être courageux, et j'allais dire de voter un texte, y compris une motion de rejet préalable, si la conséquence ne sera finalement pas écrite comme a été justement la réaction du général de Gaulle en actionnant la dissolution. Vous avez raison, Jean, dans ce que vous dites. Bien sûr que c'est courage Fillon. Et on voit bien que tous les groupes font leurs calculs. Mais d'ailleurs, ils ont tort de faire ce genre de calculs parce que la réalité, c'est qu'on ne gagne pas les élections en faisant des calculs. Je connais bien, nous connaissons tous la différence entre la motion de censure et la motion de rejet. Mais dans les faits, en tout cas, pas dans l'esprit, mais dans les faits et dans ce que ça renvoie, c'est un cataclysme politique pour Emmanuel Macron. On peut essayer de l'euphémiser, on peut essayer c'est le même effet que s'il y avait une motion de censure. Je dis bien sûr que sur le plan constitutionnel, ça n'a pas les mêmes effets. Non, parce que le gouvernement saute pas. C'est toute la différence. C'est ce que je viens d'expliquer, Philippe. Non, mais je l'explique pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas quand il y a une motion de censure, le gouvernement saute. Je pense qu'ils le savent parfaitement, mais la motion de rejet, en réalité, sur le plan symbolique et sur le plan purement politique, elle est quasiment aussi forte que la motion de censure. Vous me l'accorderez ou pas ? Jean Petot. Oui, enfin. Il y a une vraie discussion là-dessus. Politiquement, je pense que vous avez raison, Françoise. C'est vrai que c'est une claque. D'ailleurs, le terme a été suffisamment employé, mais on voit bien que l'exécutif, en tous les cas, n'a pas cette lecture-là. L'exécutif tend à, j'allais dire, minimiser les conséquences institutionnelles de cette. Mais vous et moi, on sait très bien qu'elles sont dramatiques, ces conséquences. On le sait très bien. On sait très bien ce que ça signifie, en fait. Jean Petot, si je vous entends bien, mais peut-être ai-je tort dans mon interprétation, j'ai un peu l'impression que vous seriez partisan d'une continuation de cette politique très pragmatique, un peu à la Godille, plutôt que d'un coup de force, de clarté et de cohérence de la part du pouvoir en place. Et donc la dissolution serait une forme de courage peut-être suicidaire de sa part, mais est-ce qu'elle n'apporterait pas une forme de clarification démocratique qui nous permettrait de redémarrer sur des bases plus saines ?
Jean Petot. Oui, mais Philippe, vous avez raison. Vous connaissez la phrase du cardinal de Retz. On en sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Hein. Et d'une certaine façon, je me demande si l'ambiguïté n'est pas de fait la carte non jouée d'un certain nombre de formations politiques dans cette histoire. Alors, je suis d'accord avec vous pour dire que la situation est particulièrement instable et elle n'est pas saine d'un point de vue de la clarté politique, mais la politique, c'est pas toujours la clarté, malheureusement. Hein. Allez, on va vous demander ce que vous en pensez au 0826 300 300 et c'est Gilles qui est avec nous d'Uzès. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Et bon, vous écoute Gilles. Eh bien, écoutez, oui, alors moi je suis évidemment contre une dissolution du gouvernement, mais je me demande de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Voilà, pardon, de l'Assemblée nationale. Et je me demande pourquoi, à l'heure actuelle, en 2023, le président peut encore dissoudre une Assemblée nationale. La France est le seul pays où le chef de l'État, ou presque le chef de l'État, peut dissoudre. C'est sûr. Exactement. Et ça, c'est antidémocratique. Et le problème qu'on a dans notre constitution, c'est qu'on a un pouvoir exécutif omnipotent. C'est vrai. Et du coup, l'Assemblée nationale et le Parlement, et on le voit encore, et depuis la 5e République. C'est-à-dire, il y a combien d'années 58, 58. Voilà, 65 ans. Et depuis, j'entends personne sur les ondes de radio, même aucun parti dire il faut arrêter avec cette 5e République. On l'entend dans la rue. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non, mais pardonnez-moi. Excusez-moi. Ça a été. Excusez-moi. Arnaud Montebourg a commencé le premier à le porter. Jean-Luc Mélenchon, également le PS. Non. Vous plaisantez ou quoi? C'était simplement une idée au départ. Jean-Luc Mélenchon, pour reprendre Jean-Luc Mélenchon, il a proposé une assemblée constituante. Mais c'est pas vrai. Il a pas proposé une réforme profonde de la Constitution qui pourrait empêcher le président. Attendez, madame. Mais bien sûr que si. Mais lisez les programmes. Qui pourrait empêcher le président de recourir au 49.3, qui pourrait empêcher le président, le gouvernement globalement, une fois qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous lisez les programmes ou pas? Mais vous lisez les programmes. Vous lisez les programmes. Mais moi, il me semble que c'est la 6e. Excusez-moi. À mon avis, on va pas s'engueuler. À mon avis, vous ne devez pas assez le lire. Moi, je suis pas contre vous. Mais moi, je veux rectifier quelque chose qui est faux. Inaudible. En fait, je veux rectifier quelque chose qui est faux, Gilles. Ça fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, ça fait partie de la plateforme de la NUPES, fin du 49.3, 6e République, fin du pouvoir présidentiel, pouvoir parlementaire. Pourquoi vous ça va pas assez loin, madame. Alors, attendez. Je suis d'accord avec vous. Ça va pas assez loin. Alors, on va rajouter une assemblée constituante, mais non, ça va pas assez loin. Est-ce que dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il y a à un moment donné parlé de proportionnel? Mais bien sûr. Mais François Bayrou en parle aussi. Non, mais écoutez, madame, écoutez, c'est très bien, parce que ce fameux problème-là, c'est le problème basique qu'on a en France, c'est qu'on a une majorité de toute façon à partir du moment où il y a un président qui est élu à 2 tours, on enlève tous les autres qui ont eu des pourcentages. Et au premier tour, on en voit combien de partis? Ils sont 15, ils sont 16, ils ont à chaque fois des 2, des 3, des 4, des 5, des 11%. Et écoutez, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a d'autres auditeurs qui voudraient parler aussi. Laissez-moi encore 2 minutes, s'il vous plaît. Non, c'est trop long. Parce qu'il reste 3 minutes. C'est pas possible. Gilles, c'est pas possible. On a compris votre point de vue. Il a raison. Restez avec nous, Gilles. On va prendre Muriel avec nous. Muriel, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec Gilles? Ça va pas assez loin? Ou alors vous pensez qu'il doit dissoudre et que ce serait déjà bien? Il ne dissoudra jamais. Ou du moins, pas après peut-être les... Comment dirais-je? Les européennes. Voilà. Pourquoi? Parce que Macron, il aime tellement le pouvoir, il fait tout seul, donc forcément, mettre un Premier ministre qui ne sera pas de son camp, il ne supportera pas. Je pense qu'il aura le plaisir de le torturer. Je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens, Muriel, à mon avis. Alors, oui, c'est fort possible. Jean Petot, ce que disait Gilles et ce que dit Muriel, c'est quand même intéressant. Est-ce que quelque part, en France, l'hyper-pouvoir présidentiel, parce que même un président américain, il a le feu nucléaire comme un président français, mais il peut pas toucher au Sénat ou à la Chambre des représentants, est-ce que ça prouve pas une chose, c'est que finalement, quand on n'est pas en période de cohabitation, il y a un vrai patron qui est le chef de l'État, et le Premier ministre, il est interchangeable, quoi.
Ça s'appelle la Constitution de la Ve République. C'est le général de Gaulle qui l'a fait ainsi, avec un comité constitutionnel dans lequel il y avait la quasi-totalité des formations politiques, sauf le Parti communiste, et nous étions à l'été 58. Bon, absolument. Voilà. Je précise d'ailleurs que le 49.3, Monsieur Vallaud devrait le savoir, il a été conçu par André Chadernagor, qui était celui qui conseillait Guy Mollet. Absolument. Voilà ce qu'on doit encore à la SFIO. Oui. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que la 4ème République, avec 21 gouvernements en 12 ans, était sans doute préférable en matière de stabilité politique, oui. Alors une autre, Jean Petot, sinon Pierre-Yves Martin, vous avez entendu une question à Jean Petot? Oui, moi je voulais savoir clairement d'ici la fin de l'année, là, d'ici le 31 décembre, comment vous voyez l'évolution en termes de communication politique du gouvernement et du président Macron? Est-ce que vous attendez à une action, à une communication forte, ou est-ce que il y aura un peu d'attentisme, par exemple le jour des vœux, ou pas? Voilà. Moi, je pense qu'il se passera rien. Alors, je prends un risque. On enregistre, allez-y, on enregistre. Le président n'aime rien tant qu'on ne lui force pas la main, et il prétend encore être le maître des horloges. Et donc, je ne vois pas quelque chose qui pourra finir avant le 22 décembre. Alors, il se passera quelque chose, c'est qu'il nous a annoncé qu'il se passera quelque chose. Donc, c'est fait en janvier déjà. C'est le rendez-vous avec les Français. Les gens, on peut prendre le raisonnement inverse, considérer que, et j'entends ce que dit Muriel, mais on peut avoir un grand plaisir à torturer son Premier ministre. François Mitterrand l'a fait avec saveur, avec beaucoup de goût et de grâce. Et Jacques Chirac l'a fait également avec Lionel Jospin. Il y a une capacité pour les présidents aussi à se représidentialiser. Emmanuel Macron ne peut pas finir son quinquennat et son histoire politique française de cette manière-là. Moi, je pense que dans un coin de sa tête, l'idée de la cohabitation pour se représidentialiser justement est quelque chose qui peut faire son chemin. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Petot? Je suis d'accord avec vous, avec une petite réserve, c'est que les deux exemples que vous avez trouvés sont très justes. Mitterrand par rapport à Chirac, 88, Chirac par rapport à Jospin, 97, 2002. La différence, c'est que Mitterrand et Chirac voulaient se représenter et pouvaient se représenter et en 88 et en 2002, ce qui n'est plus le cas de Macron. Et je pense que quelque part, ça va enlever de l'envie pour lui de sadiser son Premier ministre. Je pense qu'il ne peut pas finir son quinquennat comme ça. Il ne peut pas finir son histoire comme ça, c'est pas possible. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup Gilles Duzès de nous avoir appelés. Muriel, vous restez avec nous, vous allez jouer contre nos vraies voix dans un instant. Au quiz de l'actu, attention, on demande de la bienveillance, mais de la tricherie. Allez-y. À tout de suite. Ça au moins, pardon.